Le développement chinois, donc, on dit qu'il commence en 78 parce que c'est en 78 que Deng Xiaoping donc, a souhaité sortir du maoïsme. C'est d'abord par une décollectivisation du secteur agricole. C'est-à-dire on n'est plus en collectivité dans le secteur agricole, on distribue les terres, les fermes surtout, à des individus. Augmentation des productions, diversification, et c'est là qu'on a vu un petit peu les revenus des individus augmenter. Donc un petit peu, on a vu la Chine sortir de la pauvreté. Shanghai est la ville de tout temps la plus ouverte de la Chine. C'est là que l'on y palpe le plus concrètement les évolutions majeures de la Chine. Politique, économique, culturelle. Paul Amar vient d'en faire l'expérience. Changement économique tout d'abord. À notre arrivée à Shanghai, nos guides ont tenu à nous présenter le directeur du magasin numéro 1 de la ville, une grande surface comme on dit en France. Rencontre édifiante, on pensait écouter un fonctionnaire louant les mérites de la planification et l'on découvre un véritable manager qui n'hésite pas à employer des termes hier encore tabous en système communiste, profit, concurrence et licenciement. Il existe l'émulation au travail entre les magasins, il existe bien sûr aussi la concurrence entre les magasins. Donc à partir de 92 surtout, c'est surtout à partir de là qu'on a vu une modernisation de la Chine. Donc il y a eu vraiment une politique pour attirer les investisseurs directs étrangers pour qu'ils viennent s'installer dans les zones côtières. Il y a eu des réformes très importantes des entreprises d'État, qui étaient des énormes entreprises dans les industries lourdes surtout. Et depuis 2001, donc, la Chine est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce. Et donc là, il y a une libéralisation de l'économie. En moyenne, depuis 30 ans, son taux de croissance du PIB en moyenne, c'est 10% par an. C'est extrêmement élevé, surtout sur une aussi longue durée. La croissance en 2007 a atteint des records, c'était 13% sur l'année 2007. En 2008, on était à 9%, on parlait d'un ralentissement énorme et extrêmement difficile à gérer pour le pays. Il y a un potentiel de financement qui est gigantesque dans ce pays. C'est le pays en développement qui a le taux d'épargne le plus élevé au monde. En Chine, il y a vraiment des facteurs particuliers qui expliquent cette épargne importante. C'est que les ménages chinois doivent se protéger contre 3 dépenses potentielles que sont la santé, l'éducation des enfants et les retraites. Donc en Chine, on parle des 3 montagnes à gravir et à passer pour pouvoir vivre correctement. Quand on épargne, ça veut dire qu'on consomme moins que ce que l'on reçoit comme revenu. Et l'écart entre le revenu et la consommation, c'est l'épargne. Mais le revenu, il est distribué parce qu'on produit. Donc il y a un excès de production, il va où? Il est exporté. C'est de l'arithmétique. Et cette épargne est réallouée en partie en crédit par le système bancaire que l'on connaît. Il y a une épargne captive vers le système bancaire, donc crédit, investissement. Un régime de croissance dans lequel l'investissement représente à peu près la moitié du gâteau, la moitié de la valeur ajoutée, ça se traduit au bout du compte par une croissance de l'offre, des capacités, en moyenne, de 10% par an. Alors ce qu'on exprime par l'idée 8%, c'est un minimum pour résorber le chômage, c'est peut-être aussi minimum pour arriver à adapter culturellement tous ces gens qui se trouvent dans des positions, et c'est des différenciations extrêmement fortes. Enfin, toutes les inégalités régionales, intergénérationnelles, entre couches sociales, démographiques, et le problème écologique, ça va être des questions centrales dans les 10 prochaines années. Je pense que quand la Chine va sortir du creux que normalement elle doit connaître cette année, pour repasser vers un régime de croissance un peu moins fort mais peut-être plus équilibré, entre consommation, investissement, exportation, en même temps il faudra gérer tous ces déséquilibres. L'enjeu majeur il est là.